Hop. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire du Handipact. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir balayer un petit peu dans quelle mesure la marque employeur peut permettre de développer des politiques inclusives au service de l'emploi des personnes handicapées pour la fonction publique. Donc, je vais vous partager mon support de présentation. Donc, ce webinaire se déroulera jusqu'à environ 11 heures. On réservera un temps pour les questions suite à la présentation et au témoignage de nos différents intervenants. Juste pour rappel, comme ce webinaire est enregistré, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de ne pas mettre votre caméra. Je vous invite à ne pas mettre non plus votre micro, sauf pour si vous avez vraiment une intervention et que vous ne pouvez pas l'écrire dans le fil de conversation, puisque c'est prévu de telle manière à ce que vous puissiez effectivement poser vos questions tout au long du webinaire dans le fil de conversation, via donc les discussions, pour que nos intervenantes et nos témoins puissent aussi y répondre. Voilà, donc j'espère que les règles sont claires pour vous. Je vous propose pour ce webinaire, du coup, de mieux appréhender la marque employeur et ses enjeux, donc voir aussi dans quelle mesure, je vous disais, la marque employeur peut contribuer à l'inclusion dans les organisations des personnes en situation de handicap. Puis, du coup, nous bénéficierons de retours d'expérience de la part de nos témoins, et nous aurons également un témoin qui nous apportera, qui est Laure Amélie, qui nous apportera aussi des conseils dès le début de ce webinaire pour bien mettre en œuvre une marque employeur. Quels sont les éléments sous-jacents, le b.a.-ba. Sandrine Jarossi et ICB, sa collègue, nous parleront des actions qu'elles ont pu engager depuis un an. Et Florence Patenotte du GHU Paris évoquera avec nous tout ce qu'elle a pu mettre en place depuis 4 ans au sein de sa structure pour développer la marque employeur et du coup renforcer l'emploi des personnes en situation de handicap par ricochet, j'ai envie de dire. Donc voici le programme de ce webinaire. L'idée, c'est d'abord, effectivement, dans un premier temps, comprendre les enjeux de l'inclusion, voir comment une marque employeur a un impact à travers cette inclusion. Et du coup, on aura le témoignage de Laure Amélie. Les bonnes pratiques pour développer une marque employeur, et pour le coup, c'est la préfecture de région à travers Sandrine et ICB qui nous feront part de leur témoignage. Et ensuite, on aura le témoignage du GHU Paris. Alors, si ça vous va, je commence. Aujourd'hui, il y a plusieurs chiffres qui sont édifiants sur l'emploi des personnes en situation de handicap et qui permettent aussi de comprendre dans quelle mesure l'inclusion peut participer à l'attractivité des organisations sur l'emploi des personnes, notamment par rapport à l'emploi des personnes handicapées. L'Organisation internationale du travail a relevé que généralement, les personnes en situation de handicap sont, on va dire, plus discriminées, ou en tout cas connaissent une différence dans le taux d'emploi, puisqu'elles sont les personnes en situation de handicap connaissent un taux de chômage, en tout cas de 20 à 50% supérieur à celui de la population ordinaire. Ça, c'est une donnée générale. Et en France, par exemple, en 2020, seulement 41% des personnes en situation de handicap en âge de travailler occupaient un emploi. Ces chiffres montrent qu'aujourd'hui, il y a quand même un vivier de personnes en situation de handicap qui ne sont pas adressées, notamment dans les campagnes de recrutement des différentes organisations, puisqu'elles sont déjà de base discriminées et qu'elles n'ont pas forcément toutes aujourd'hui la possibilité, ces personnes, d'occuper un emploi dans des conditions qui sont proposées par les organisations. Et là, c'est peut-être effectivement dommage d'avoir cet écart en termes de taux d'emploi, c'est qu'une autre enquête menée par Accenture a révélé que les entreprises qui incluent les personnes handicapées de façon plus proactive, c'est-à-dire vraiment qu'il y a une démarche qui est engagée
vers l'externe, mais aussi en interne pour améliorer l'emploi des personnes en situation de handicap. Ces entreprises sont généralement 2,9 fois plus susceptibles, en tout cas, de surpasser leurs pairs en matière de rentabilité. Et la Commission européenne a montré que plus on avait des équipes diversifiées dans les organisations, plus on va dire, l'innovation et la créativité étaient élevées. Cette innovation et cette créativité participent justement, j'ai envie de dire, à la performance globale de l'organisation, puisque d'une part, en termes d'innovation et de créativité, on peut potentiellement améliorer des process, on peut développer de nouveaux produits ou de nouveaux services à destination des usagers, mais aussi on est plus, j'ai envie de dire, performant dans la mesure où l'emploi des personnes handicapées, ça amène aussi une autre dynamique dans les collectifs de travail et ça renforce en tout cas l'image que l'employeur peut avoir à l'extérieur. Tout ça pourquoi? Parce que au final, quand on regarde les taux, on se dit 41% des personnes en situation de handicap sont en emploi. Pourtant, quand elles sont en emploi, ça amène un niveau de créativité et d'innovation plus important au sein des organisations, avec potentiellement une rentabilité ou une performance supérieure. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cet écart? Cet écart, il est principalement dû au fait que 62% des entreprises estiment que les stéréotypes et la méconnaissance des besoins des personnes en situation de handicap sont les principales barrières à l'emploi. Quand je dis quelles sont les principales barrières à l'emploi, c'est parce qu'aujourd'hui, dans les organisations, il y a encore ce stéréotype, par exemple, que quand on embauche une personne en situation de handicap, eh bien, il va falloir aménager le poste, il va falloir sensibiliser l'équipe, il va falloir adopter un style managérial particulier pour bien encadrer la personne et lui fournir toutes les réponses à ses besoins. Donc, aujourd'hui, ces stéréotypes, ils ne sont pas fondés, ils partent de l'idée que travailler avec des personnes en situation de handicap demande un aménagement de tous les jours, ce qui ne correspond pas à la réalité, puisqu'on le sait, hein, embaucher une personne en situation de handicap, dans 8 cas sur 10, il n'y a pas besoin d'aménagement de situation de travail pour leur permettre de s'inscrire dans l'emploi. Donc, l'enjeu de l'inclusion, il est majeur pour les organisations pour qu'elles puissent aussi d'une part, renforcer leur image employeur, puisqu'on va le voir, hein, la marque employeur, c'est quelque chose qui touche à toutes les sphères de l'organisation et qui permet justement d'augmenter la performance sur le moyen et le long terme. Alors, quelques données sur la marque employeur. Hein, pour votre information, une étude Randstad a montré que 87% des candidats affirment que la réputation de l'employeur est un facteur essentiel pour décider de postuler à un emploi. Ce qui souligne encore l'importance d'avoir une image employeur qui Non. J'entends trop. Vous entendez très mal. Ce qui souligne l'importance d'avoir en tout cas une image employeur qui corresponde à ce que les candidats attendent, puisque 87% des personnes qui sont susceptibles de postuler le font notamment par le biais de la réputation de l'employeur. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que les jeunes générations sont attentives notamment aux valeurs et aux actions que portent les organisations, que ce soit en matière de diversité, de prévention de la santé mentale, de conciliation de vie perso-vie pro, de mise en œuvre du télétravail, ou alors d'action au quotidien en faveur de différentes thématiques sur lesquelles l'employeur peut s'engager. Donc, cette image, en tout cas, qui va être véhiculée à travers la communication, médias ou des différentes campagnes de recrutement, elle va avoir son importance pour aussi attirer les meilleurs talents ou les profils, en tout cas, qui correspondent le mieux à votre besoin de pourvoi de poste. Là encore, quand on voit que la marque employeur a un impact, c'est aussi parce que 75% des RH estiment que la marque employeur a un impact significatif sur l'attractivité de l'organisation. Et donc, plus on a une marque employeur qui permet en tout cas d'être appréhendable par
large éventail de population, si on fait plus largement, bah, ça permet d'attirer là encore les talents de façon plus forte sur vos organisations plutôt que sur des structures où il y aurait un petit peu moins de visibilité sur les actions qui peuvent être menées par l'organisation. Une dernière étude a montré que les entreprises inclusives sont plus de 4 fois plus susceptibles d'attirer les personnes handicapées talentueuses. Là encore, on le sait, le marché de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, il répond à des caractéristiques de la population des personnes en situation de handicap aujourd'hui en France, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément toujours un niveau de qualification très élevé. Ce sont souvent des personnes qui, suite à l'exercice d'un emploi, connaissent des problèmes d'aptitude, des restrictions médicales qui les empêchent de continuer à maintenir leur poste, leur emploi, et qui, du coup, doivent s'engager dans une nouvelle voie professionnelle. Pour autant, il existe, parce que il y a des réseaux des réseaux de référents handicap dans les universités et dans les grandes écoles. Donc, ça veut bien dire aussi que les personnes handicapées peuvent accéder à des niveaux d'études supérieures qui leur permettent de développer des qualifications plus élevées on va dire, la moyenne des personnes en situation de handicap aujourd'hui. Et ces profils, en tout cas, sont plus susceptibles d'être attirés par des entreprises inclusives que par des organisations, en tout cas, qui ne montrent pas les actions qu'elles engagent sur cette thématique. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de conversation si vous en avez. Hop. 87%, est-ce le taux en population générale? Oui. C'est effectivement le taux dans la population générale de personnes alors, c'est le taux par rapport aux personnes actives. 87% des candidats, c'est les personnes qui sont en recherche d'emploi et les personnes qui sont considérées comme étant population active. Alors, qu'est-ce que la marque employeur en final? Parce que la marque employeur, on en entend parler. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité pour beaucoup d'organisations. Mais qu'est-ce que c'est réellement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui compose la marque employeur? C'est un sujet très large, la marque employeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dedans? À savoir, qu'est-ce qu'on met de l'interne aussi dans notre marque employeur? Est-ce qu'il y a eu un travail préalable sur les valeurs de l'organisation? Dans la fonction publique, souvent, une des valeurs, c'est le sens du service public. Et presque la mission en soi est déjà une valeur. OK. Pour autant, localement, sur certaines administrations, sur certains sites, il y a le développement, voire le déploiement de valeurs qui sont plus liées à la composition des équipes, à l'organisation interne, et qui transparaissent différemment, et qu'il est nécessaire en tout cas d'identifier pour les mettre en valeur aussi dans la communication liée à la marque employeur. Les notions de culture interne aussi. C'est-à-dire que deux employeurs de la fonction publique, par exemple, ne sont pas exactement les mêmes. Parce que déjà, il y a 3 fonctions publiques différentes, que en fonction du contexte général dans lequel on s'inscrit, on touche une population qui est potentiellement différente, qui amène du coup une part de sa culture personnelle, qui enrichit la culture interne de l'organisation. Et cette culture interne, aujourd'hui, dans quelle mesure elle est attractive pour les personnes, dans quelle mesure elle est valorisable, est-ce qu'elle correspond à la réalité ou est-ce qu'on est dans de l'intention? Tout ça, c'est un travail préalable qui est intéressant de faire quand on travaille sur la marque employeur, dans un seul but, d'identifier, de déterminer, voire d'améliorer l'expérience collaborateur, donc l'expérience collaborateur, l'expérience agent, qui est réellement vécue. Aujourd'hui, si une marque employeur ne s'adresse à la population générale que par des déclarations d'intention, c'est quelque chose qui se perçoit assez rapidement en tout cas par les candidats, et qui du coup fait qu'ils postulent beaucoup moins à certaines offres. Donc ça, c'est pour l'interne. Alors, on peut en rajouter d'autres, des éléments. Moi, je vous ai mis 3 exemples de qu'est-ce qu'on peut mettre en interne, qu'est-ce qui peut définir la culture interne. On pourrait rajouter aussi
la stabilité de l'organisation, l'inscription dans la durée, ou encore, ou encore d'autres thématiques qui vous seraient plus personnelles en termes d'organisation. Alors, la marque employeur, ça se construit sur la base de quelque chose d'interne, mais aussi, on doit prendre en compte l'externe, c'est-à-dire quelles sont les attentes, les besoins des candidats, dans quelle mesure on y répond aujourd'hui, quelle est la notoriété de l'organisation. Enfin, on n'attire pas les mêmes profils quand on est une petite structure qui dispose de moins de moyens, donc moins d'avantages potentiellement, qu'une grosse structure. Donc, et dans quelle mesure la mission peut être, là encore en soi, être attractive pour le tout venant, j'ai envie de dire. Et quelle expérience candidat on souhaite mettre en œuvre? C'est-à-dire, est-ce qu'on souhaite, par exemple, que les candidats s'inscrivent dans le processus de recrutement, mais n'aient pas forcément l'obligation de garder un souvenir impérissable de l'organisation, ou justement, au contraire, on veut que chaque candidat soit traité avec une considération qui fait que demain, il sera lui-même un porte-parole, un ambassadeur de votre organisation, en précisant par exemple qu'il a été super bien accueilli pendant le recrutement, que même s'il n'a pas été retenu, eh ben, il a eu un retour constructif sur sa performance en entretien, etc. Donc tout ça, c'est ce qui va aussi permettre d'enrichir votre marque employeur. Donc, quand on prend ces éléments d'un côté interne, de l'autre côté externe, bah, il y a un moment, il faut les rejoindre et les filtrer, j'ai envie de dire, à travers, d'une part, les moyens qu'on a pour mettre en œuvre cette politique employeur et développer cette marque employeur, et quels sont les objectifs attendus. Il faut être clair dès le début, en fait, quand on met en place une marque employeur, c'est quel est qu'est-ce que moi je vais attendre en tant qu'employeur de cette marque? Est-ce que c'est par exemple développer la notoriété? Est-ce que c'est fluidifier les recrutements et réduire les délais de recrutement? Est-ce que c'est faciliter la rétention des talents et diminuer le turnover? Tous ces objectifs, ils vont sous-entendre que derrière, il y a une définition d'indicateurs qui soit adaptée d'une part, et ils vont conduire aussi la démarche d'action qui vont enrichir cette marque employeur, puisqu'ils vont vous permettre de définir en gros la ligne de route, la feuille de route pour avancer sur ce sujet. Et alors, je ne sais pas si vous avez des questions, je ne vois pas toujours le fil de conversation, excusez-moi, parce que du coup, ce n'est pas toujours visible. Je vais maintenant passer la parole à Laure Amélie, le nom. Laure Amélie, je vais vous laisser vous présenter pour nous parler justement de la marque employeur et surtout des fondamentaux. Parce que moi, je vous ai dressé un grand portrait de ce qu'on peut mettre dans une marque employeur. Laure Amélie, qui est plus spécialiste que moi, saura bien plus nous en dire, notamment en parlant du b.a.-ba, des incontournables, ensuite en abordant les freins et les astuces pour augmenter la visibilité. Alors Amélie, je vous laisse Ça marche. vous présenter. Ouais, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la marque employeur. Je suis tombée un peu comme Obélix dedans en sortant de l'école. Et j'ai beaucoup aimé, je voulais faire du corporate. Et en fait, finalement, j'ai trouvé le sens, le côté humain, on va dire, dans la marque employeur, qui n'y avait pas forcément dans la communication corporate. Le gros avantage de ce secteur-là et aujourd'hui de la position que j'ai, c'est certes, ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet, ça fait 8 ans que je suis à mon compte et surtout, en fait, en parallèle de ces 8 ans, on va dire, d'indépendance, j'ai la chance d'occuper le poste de directrice communication et RSE au sein du groupe Enmind, qui est un cabinet spécialisé en cybersécurité et en intelligence artificielle, qui est pour moi, en fait, un vrai laboratoire. Quand vous êtes dans une posture de conseil, souvent, vous avez plein de bonnes idées, vous dites à votre client comment faire les choses, sauf qu'à un moment donné, il faut l'expérimenter en fait soi-même, il faut être confronté aux freins internes pour comprendre qu'une bonne idée, elle n'est pas toujours applicable en entreprise. Et c'est vrai que cette position aujourd'hui me permet de comprendre comment une organisation ne peut pas toujours en fait appliquer les choses et quel est son vécu et comment est-ce qu'il va falloir s'adapter au mieux
dans le conseil donné pour que ça fonctionne et qu'on ait un delivery, entre guillemets, de qualité. Voilà. J'avance le slide, Laura Amélie. Merci beaucoup. L'idée, effectivement, c'est de parler des fondamentaux. Voilà, je vais reprendre un peu ce que vous disiez, Jérémy, à l'instant, mais ce qui est essentiel pour moi, et quand que j'accompagne InMind ou que j'accompagne un autre, c'est ce que je leur dis, c'est que c'est il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Voilà, je pense que là, c'est bon. La colonne vertébrale, c'est une image qui est fondamentale parce qu'elle montre tout le sens que la marque employeur peut amener. L'alignement entre la marque et la marque employeur, elle est essentielle et une marque employeur n'est pas un concept de communicant, c'est véritablement comment les collaborateurs tiennent la promesse finalement de l'entreprise. Je vous donne un exemple qui est assez parlant, alors qui date un peu, mais je crois que c'était dans les années 2005-2006. Air France a lancé une magnifique campagne très visuelle, très belle, qui s'appelait Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Donc, très beau hein, sur le papier, on était abreuvé de films publicitaires à longueur de journée, sauf que dans la réalité, vous preniez parfois l'avion et vous étiez confronté à des collaborateurs Air France qui ne vous faisaient absolument pas vivre le meilleur moment de votre journée et le ciel n'était pas le plus bel endroit de la Terre. Et ça, c'est, je trouve, le parfait exemple de ce qu'est une marque employeur. C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes dans une surpromesse au niveau de votre marque employeur, en tout cas de votre marque, qui n'est pas soutenue par votre marque employeur, vous êtes complètement à côté de la plaque et vous êtes dans la déception. Et que ce soit pour un client, que ce soit pour un candidat, que ce soit pour un collaborateur ou un prospect, finalement, l'expérience et le résultat, malheureusement, c'est le même. Donc, vous êtes obligé de partir, encore une fois, de ce que vous dit la marque. Quelle est finalement cette mission que l'on se donne tous en travaillant pour cette entreprise, pour cette marque? Quelle est mon ambition? Et l'ambition, elle est prospective. Et donc, de fait, comment je dois effectivement construire ma marque employeur pour répondre à cette ambition-là? Et c'est là où va se trouver le sens. C'est qu'à un moment donné, vous n'allez pas dire, venez, on va tous faire de l'argent ensemble ou répondre effectivement à cette fameuse mission dont vous parlez. Mais c'est au-delà de ça. Qu'est-ce que j'apporte moi en tant qu'entreprise et comment, à mon petit niveau, hein, parce qu'aujourd'hui on est dans l'ultra-personnalisation, mais comment moi, collaborateur, je vais pouvoir contribuer finalement à cette mission d'entreprise et quel va être ce sens-là que ça va m'apporter au quotidien, au-delà effectivement de toucher un salaire à la fin du mois, etc. Donc, et c'est là où finalement, cette réalisation du soi, elle est dans la réalisation du collectif et elle va donner du sens aux collaborateurs et elle va permettre effectivement aux gens de se projeter ou pas dans l'entreprise. Évidemment, vous ne satisferez pas la majorité des gens, mais ça, c'est le principe. Mais vous allez néanmoins donner un canevas à ces gens en interne ou même à l'externe qui vont se dire, tiens, ça me parle, moi j'ai envie d'aller venir et j'ai envie de contribuer à ça. Et c'est là où c'est hyper structurant pour l'entreprise. Et je reprends ce que disait effectivement Jérémy, on ne s'adresse pas seulement qu'à des candidats. Souvent, la marque employeur est perçue comme un outil d'attractivité. Non, ça ne s'arrête pas à l'attractivité. L'attractivité, elle doit être cohérente par rapport à ce que vivent encore une fois les collaborateurs en interne. Vous embauchez un candidat et vous lui promettez la lune, il arrive, il tombe sur terre et 3 pieds sous terre, forcément, il sera dans la déception. Et vous ne pouvez pas vous permettre ça parce que derrière, c'est effectivement votre réputation qui va être abîmée et qui va faire que si à chaque fois les candidats qui deviennent des collaborateurs disent « Ah c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu », naturellement votre attractivité elle va baisser, donc vous n'allez plus pouvoir attirer. Et vous allez encore moins évidemment fidéliser et engager vos collaborateurs. Donc c'est très important d'être dans l'alignement, mais sans oublier le troisième point qui pour moi est essentiel, c'est le côté prospectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez aussi le droit de dire « Ok, la copie, elle n'est peut-être pas parfaite à l'instant T, mais on tend vers telle promesse, on tend vers telle ambition. » Et en fait, c'est là où c'est absolument génial. Et pour le vivre au sein d'InMind Partners, c'est que vous mettez en place finalement et vous allez vous associer et prendre à témoin et même faire monter à bord tous les différents services de l'entreprise pour faire évoluer en fait l'entreprise vers quoi vous pensez que votre promesse RH, elle doit tendre. J'entends, vous m'entendez plus. Est-ce que Si, on vous entend, Laura Amélie. Ok, très bien. Bon, parfait. Et vous disiez, vous précisiez du coup que ce n'est pas forcément qu'un sujet de com,
Et Pas du plutôt tout. que c'est un sujet transverse. C'est un énorme sujet transverse, et ce que je dis après, c'est absolument pas l'apanage de la direction de la communication qui doit faire ce travail-là. C'est un sujet de direction générale, parce que quand vous êtes effectivement dans cette prospective et que vous dites, moi je pense que l'entreprise doit tendre à ça, et ben, vous devez avoir l'aval effectivement de votre direction générale, parce que sinon personne ne va vous suivre. Et vous allez vous échiner à effectivement vouloir transformer l'entreprise, sauf que si vous avez que de la résistance en interne parce que personne n'est convaincu que vous allez dans le bon sens, bah, ça ne fonctionnera pas. Et c'est là où c'est hyper important effectivement de s'associer, de savoir faire monter les gens à bord. Donc c'est ce qu'on appelle la capacité de transformation, le fameux change management, mais d'être capable d'aller voir effectivement une DRH et de lui dire, regarde, aujourd'hui, ta gestion des compétences, à mon sens, il faudrait qu'on la travaille ensemble comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu confirmes mon ressenti, la manière dont je présente finalement cette promesse RH, etc. Je vous donne l'exemple de Endmind Partners. Quand moi, je suis arrivée au sein de l'entreprise il y a 7 ans, il n'y avait aucune promesse RH. Les valeurs, c'était bullshit, très honnêtement, et c'était pas du tout constructif, et il n'y avait aucune histoire. L'entreprise n'en racontait aucune histoire. Donc, finalement, au travers de ces 7 ans, qu'est-ce que j'ai construit? J'ai construit cette histoire-là en disant, il faut donner une cohérence à l'ensemble, il faut savoir à quoi les gens contribuent, c'est ce fameux sens. Donc, aujourd'hui, on a une mission d'entreprise qui est construire une société numérique plus sécurisée et responsable. OK, donc ça, c'est le postulat. La déclinaison de ça en promesse RH, c'est finalement de permettre à mes collaborateurs, alors moi je recrute majoritairement effectivement des juniors, donc je leur dis, bah, si vous venez chez moi, vous allez contribuer effectivement à cette mission d'entreprise, mais vous allez vous investir, et moi, ma contrepartie, c'est que je vais vous aider à construire votre trajectoire professionnelle. Et je vais le faire de 3 manières. Je vais le faire en développant vos compétences, parce que je vais vous permettre d'accéder à un panel de secteurs, d'entreprises, de problématiques qui vont vous faire, c'est le principe du conseil, hein, qui vont vous faire accélérer votre connaissance. Et évidemment, vous allez servir encore une fois cette mission. Donc, vous allez travailler dans des domaines de sécurisation, de SI, de responsabilité d'entreprise au sens numérique du terme, moins effectivement sur le côté social. On va vous donner de la formation en continu qui vont vous permettre de monter aussi sur ces sujets en compétences. L'idée, c'est pas effectivement de vous lâcher dans le grand bain, mais c'est de vous donner des certifications, de vous permettre effectivement de comprendre un peu comment les organisations, comment les technologies évoluent pour pouvoir soutenir encore une fois cette mission. Et la dernière promesse, en tout cas le dernier axe de notre promesse, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que vous êtes un junior, vous sortez d'école, vous avez effectivement vous avez un background pédagogique, mais vous n'avez pas finalement cette expérience d'entreprise ou en organisation. Donc, on va vous donner l'accompagnement qui va bien pour que finalement, l'imbrication de ces 3 éléments font que voilà, d'ici 2-3 ans, faut être très humble, on sait qu'on ne les garde pas beaucoup parce qu'on a encore une fois dans le conseil, mais dans 2-3 ans, vous aurez le bagage nécessaire pour aller effectivement rejoindre une autre entreprise. Donc, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, on va travailler votre employabilité. Mais Donc, ce que j'entends, Laura Amélie, du coup, c'est que dès le départ, en fait, vous donnez de la visibilité à vos candidats ou à vos futurs employés pour leur permettre déjà de s'inscrire dans la durée et de réduire le turnover en interne, potentiellement. Vous êtes obligé de leur donner de la visibilité parce que vous avez besoin de croire à quelque chose. Donc, vous croyez en un patron, vous croyez dans une marque, vous croyez dans un process que vous mettez en place, mais vous avez besoin effectivement de leur donner cette perspective. Parce qu'encore une fois, tous les matins, quand ils se leveront, ils sauront ce pourquoi ils le font. Et si vous ne leur donnez pas ça, vous allez avoir des gens qui vont manquer d'engagement, manquer de motivation, manquer de compréhension. Et on est face à une génération qui a besoin de comprendre pourquoi elle fait un pas à droite, pourquoi elle fait un pas à gauche, et ça, vous avez besoin de l'expliquer. Donc, il y a ce travail, effectivement, avec les managers au quotidien. Alors, chez nous, ce n'est pas vraiment des managers, c'est des encadrants, mais ils doivent porter ce discours-là. Et c'est là où c'est mon dernier point, c'est qu'une marque employeur, elle est vivante. Ce n'est pas parce que vous vous êtes donné comme objectif, au moment où vous lancez un sujet d'attractivité, que 2 ans après, vous n'avez pas le droit de changer d'objectif. Il faut dire, finalement, l'enjeu d'attractivité, il est rempli maintenant, c'est de la rétention sur laquelle il faut qu'on travaille. Et ça, il faut toujours être un peu dans une logique un peu de remise en cause, effectivement, avec la marque employeur, parce que
enfin, vous le voyez, hein, l'environnement évolue très vite. Les générations qui arrivent sur le marché d'un an à l'autre, elles n'appréhendent pas du tout l'environnement de travail. On a eu la génération Covid, donc les étudiants qui ont connu effectivement malheureusement le confinement pendant leurs études, ils sont arrivés sur le marché du travail. Ça a été hyper dur à les faire monter à bord, leur faire comprendre effectivement le fait de venir au travail, de s'impliquer, de travailler en collectif, d'être dans l'échange. Arrête de prendre ton téléphone pour envoyer un texto, appelle la personne, parle-lui, communique avec lui, mais de manière verbale et entendue. Donc, et tout ça, ça s'accompagne. Et c'est là où la marque employeur, c'est un support en fait. Et c'est là où vous allez faire monter encore une fois à bord les différents services, directeur marketing, directeur finance, directeur même de la paye, en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut que tout le monde ait le même discours que le vôtre. Et la marque employeur, quand vous allez construire votre discours, encore une fois, vous avez cette image de colonne vertébrale, elle va venir irriguer l'ensemble de vos prises de parole. Et c'est là où la cohérence va être hyper importante, parce que finalement, quand vous allez, suivant les publics auprès desquels vous allez vous adresser, il y aura toujours les mêmes sillons sur lesquels vous allez travailler. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ça nous arrive de faire des vidéos de présentation des métiers. Et ben, ce que je demande à mes équipes, c'est qu'à chacune des vidéos, à chacune des prises de parole, je dois retrouver un ou deux axes de communication de ma marque employeur pour être sûr que ce message, il soit bien intégré. De toute façon, la communication, c'est de la répétition. Il faut être très humble par rapport à ça. Il faut répéter, répéter, répéter. Impérativement, effectivement, le sujet sur lequel vous avez envie d'être reconnu et d'être identifié. Juste enfin, c'est absolument pas cocorico de ma part, mais pour montrer un peu le cheminement et le bénéfice d'une marque employeur, quand je suis arrivée, encore une fois, en 2016, on avait 3-4% de candidatures qui nous arrivaient spontanément de l'externe. Aujourd'hui, on est passé à 30% de candidatures externes. Donc, on a réussi, en construisant un discours cohérent, encore une fois, en alignant un petit peu l'ensemble des acteurs de l'entreprise, à faire que l'entreprise est beaucoup plus attractive et à faire que les gens viennent à nous et qu'on n'ait pas à aller les chercher. Et ça, je pense que c'est la plus belle gratification qu'on peut avoir de son travail. Pour le coup, moi, j'ai trouvé mon sens. Et ça, c'est hyper important. Donc, il ne faut pas lâcher. Et ça fait partie, si on peut enchaîner sur les freins, effectivement, parce que on peut avoir juste le slide après, pardon, Jérémy. On peut avoir parfois très peur et de se dire oh là là, c'est énorme, c'est un carcan administratif chez moi, les gens sont très coincés, il va y avoir une résistance au changement phénoménal, ça va être compliqué. Non. Enfin, il faut être un believer aussi quand on est dans la marque employeur. Il faut porter le projet, il faut s'accrocher, il faut être un moteur. Il faut avoir cette conviction, effectivement, qu'on est dans le vrai. Il faut être prêt, effectivement, à faire face à de la résistance au changement. Hein, souvent, moi, j'ai entendu dire, non, mais attends, on a vécu sans toi pendant 15 ans, l'entreprise a été très opérationnelle, donc on continuera à vivre sans toi. Oui, oui, effectivement, tu vas continuer à vivre sans moi, t'inquiète pas, je ne suis pas irremplaçable. Par contre, je sais ce que je vais t'apporter et je sais comment je vais le faire. Et c'est là où il faut effectivement faire preuve parfois un peu d'abnégation et de conviction. Il ne faut pas viser trop vite, trop loin. Il faut être constructif petit à petit. Le changement, la clé, c'est de dire je ne vais pas changer 80% des choses, je vais juste changer 20% des choses. Et tu vas voir au fur et à mesure, ces 20%, ils vont apporter. Et en fait, finalement, avec ces 20%-là, on va être capable de changer un petit peu plus, etc. Et entre le point de départ et le point d'arrivée, ils s'en sont même pas rendus compte, mais finalement, on aura changé beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait la réussite du projet. Un autre élément où au début, on se dit, la marque employeur, c'est coûteux, faut que je fasse appel à une agence, faut que j'achète plein de choses, un concept, de la com, des médias. Non. Moi, j'ai un budget qui est ridicule. Je recrute 400 personnes. J'ai même pas un budget de 150 000 euros sur la table pour pouvoir faire toutes mes actions de communication. Et ça comprend du marketing B2B pour vous dire. Donc, non, le budget, il faut être malin dans son approche. Encore une fois, il faut savoir cibler. C'est hyper important de savoir quelles sont vos cibles, où est-ce qu'elles sont, sur quels médias elles sont. C'est bien beau de faire du réseau social, mais quand vous faites de la communication sur Facebook, vous ne savez pas où ça atterrit, enfin, sauf à faire de l'ultra ciblé. Et encore, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le meilleur média, mais voilà, vous avez des outils qui sont beaucoup plus performants et qui sont
gratuit, il faut le dire. Vous prenez, je vous le détaille un peu dans le dispositif derrière, mais vous avez aujourd'hui des sites comme Indeed, comme LinkedIn, qui gratuitement, quoi qu'on en pense, mais gratuitement vous permettent effectivement d'avoir une vitrine de présentation de l'entreprise et donc de faire savoir un peu quels sont les métiers que vous proposez, quelle est la culture d'entreprise, quel est l'environnement de travail dans lequel les collaborateurs sont projetés. Donc il faut être au courant un petit peu de ça pour pouvoir effectivement communiquer de manière, encore une fois, judicieuse. L'idée, c'est pas d'inonder, mais c'est vraiment d'aller faire du marketing personnalisé, spécialisé auprès de ma cible. Le troisième frein, effectivement, ce qui est parfois un peu frustrant, c'est ce que je vous expliquais un peu dans la démarche, c'est qu'il faut trouver des relais internes, des relais externes, mais tout seul, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. C'est un projet d'entreprise, c'est un projet presque de transformation et vous avez besoin d'avoir des alliés, vous avez besoin de trouver des gens qui vont croire aussi dans votre projet et qu'au fur et à mesure vous allez associer et qui va faire évoluer les choses. Et en externe, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, moi j'ai un réseau de relais qui sont les profs, en fait, dans les écoles cibles. Et ces profs, aujourd'hui, c'est eux, finalement, mes premiers prescripteurs auprès de mes étudiants. Donc, c'est eux qui vont dire, tiens, va voir telle entreprise, elle va proposer tel ou tel projet. Je suis sûre que ça va correspondre à tes compétences. Bon, voilà. Donc, c'est de l'échange, c'est de la proximité. C'est pas forcément de l'argent, encore une fois, mais c'est du temps. C'est du temps d'aller discuter avec les gens. C'est leur proposer d'intervenir, d'être jury sur tel ou tel événement. Enfin, voilà. Donc, c'est encore une fois d'être dans une logique vraiment d'inclusion, pour reprendre le terme un peu du jour, mais c'est faire monter les gens à bord. Le troisième frein que vous avez, le quatrième, pardon, c'est la patience. C'est que ça ne se construit pas en un jour. C'est pas parce que vous décrétez que votre marque employeur le jour J que ça va fonctionner et que tout le monde va être convaincu. C'est ce que je disais avec la notion de répétition. C'est savoir effectivement qu'il va falloir dire, redire, redire pour être audible, pour être entendu. Et vous allez voir à un moment donné, ça va se décanter et vous allez être super fiers finalement de tout le travail que vous avez fait. Pardon. Alors, quelques trucs et astuces pour bien augmenter sa visibilité. Vous nous avez parlé des réseaux sociaux, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a, par exemple, pas une enveloppe effectivement démentielle, comme vous le soulignez chez vous, pour mener des actions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter sa visibilité? Alors, ce qu'il faut, c'est réfléchir encore une fois à sa cible. C'est hyper important de savoir qui elle est, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle attend, comment elle interagit, en fait, aussi. Alors, bien sûr, les réseaux sociaux sur les jeunes, c'est facile, mais il n'y a pas que ça. Et il faut toujours avoir à l'esprit la stratégie de l'encerclement. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez fait une action auprès d'eux que vous allez pouvoir vous dire le job est fait, c'est bon, ils vont arriver, ça va rentrer tout seul. Non. Malheureusement, il faut les encercler et trouver tous les canaux possibles pour effectivement les faire arriver chez vous. La première des choses à faire, c'est les job boards. Et je ne parle pas encore une fois des job boards payants. Quand on n'a pas beaucoup de budget, on réfléchit à 1 ou 2 job boards payants pour aller diffuser mes annonces. Mais il existe des sites comme Indeed qui sont gratuits. Alors, vous pouvez sponsoriser, ils ont tout un modèle bien sûr là-dessus, mais sans financer vos annonces, vous mettez à disposition d'Indeed, vous les appelez, vous dites « Bonjour monsieur Indeed, j'aimerais que vous indexiez mes offres d'emploi sur votre job board » et ça, ils le font gratuitement. C'est leur modèle, c'est que si plus d'offres ils ont, plus ils auront de trafic et donc plus ils seront capables de vendre derrière de la publicité à des entreprises. Donc ça, surtout ne soyez pas avares sur cette action, elle est essentielle. Vous avez un autre job board qui est un petit de ce nom qui s'appelle Google Jobs et pareil, quand vous tapez en fait, vous allez dans Google, vous tapez recrutement telle entreprise et vous allez voir en fait Google référence toutes les offres d'emploi de cette entreprise-là. En fait, ça c'est du paramétrage, donc il faut simplement que votre site internet soit capable en fait de diffuser ces offres. Donc encore une fois, c'est pas de l'achat, c'est de la technique. D'ailleurs, c'est la traduction en fait de vos offres en fichier source, en fichier data, on va dire. Et donc ça, les moteurs vont venir en fait aspirer gratuitement vos offres et vous allez être visible. Ensuite, bien sûr, l'idée c'est de se doter d'un site emploi. Il n'a pas besoin d'être super verbeux, il n'a pas besoin d'être le plus beau du monde, le plus cosmétique du monde, il faut qu'il soit efficace. C'est-à-dire qu'un site emploi aujourd'hui, il est essentiellement, et ça faut être très humble par rapport à ça, il est essentiellement regardé par les candidats qui ont déjà un entretien avec vous.
les candidats qui n'ont pas encore calé d'entretien avec vous, ils vont être sur les job boards, ils vont être sur ce qu'on appelle les nouveaux médias, donc c'est les pages entreprises, comme je vous le disais, sur Indeed, sur Glassdoor, sur LinkedIn, sur des sites comme Jobijoba, enfin voilà, tous ces autres sites-là. Et ils vont regarder un petit peu ce que vous racontez en tant qu'employeur. Et s'ils sont convaincus, ils vont répondre, en fait, ils vont postuler à l'annonce. Et une fois qu'ils auront votre rendez-vous, ils iront voir sur votre site quel est le discours qu'ils doivent tenir. Vous avez bien sûr les réseaux sociaux, effectivement, bon ça, un LinkedIn aujourd'hui vous permet effectivement de communiquer gratuitement sur votre page entreprise et il faut construire effectivement ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Comment est-ce que je le dis? Il faut varier le type de médias, donc il faut faire du visuel, il faut faire de la vidéo, il faut faire du texte. Et il n'y a pas besoin d'avoir des vidéos hyper chiadées, de faire appel à des entreprises audiovisuelles, en tout cas pas toujours, mais une petite interview métier réalisée avec les moyens du bord, bah, parfois ça fait très bien le job. Donc il faut se cantonner à ça, surtout quand on n'a pas les moyens. En fait, faut arrêter de s'empêcher de faire. Voilà. Et le dernier relais, c'est les prescripteurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez sûrement dans votre entourage ou dans votre réseau des gens qui vont être capables de parler de vous. Alors, on appelle ça des influenceurs, sans tomber dans le 2.0 un peu désagréable qu'on a aujourd'hui, mais vous avez des gens effectivement qui sont qui vont parler de vous, qui vont valoriser finalement l'expérience qu'ils auront eue. Ça peut commencer par des anciens collaborateurs ou des actuels collaborateurs qui vont faire ce travail un peu d'ambassadorat. Ça peut être effectivement les professeurs, comme je vous le disais, ça peut être des responsables de services publics ou autres qui vont faire ce travail de relais en fait de votre marque employeur. Donc encore, c'est un travail de proximité avec ces gens-là pour pouvoir les abreuver finalement de votre discours. Qu'est-ce que je dis, comment je le dis, comment je le fais, etc. Et eux, ce seront vraiment les meilleurs relais parce qu'ils parleront à vos cibles, ils les connaissent bien et ils pourront effectivement faire ce travail de défrichage. Merci Laura Mélie. Effectivement, c'est plein de bons conseils et qui, j'ai envie de dire, ne mangent pas de pain et qui permettent effectivement de développer en tout cas la visibilité avant de développer la notoriété, puisque la notoriété, elle se fonde aussi sur ce qui est réellement pratiqué, ce que les personnes peuvent dire de leur organisation, mais en tout cas, en matière de visibilité, effectivement, on voit qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des moyens démentiels pour réussir à toucher la cible qui est la nôtre. Ouais. Merci beaucoup, Laura Amélie. Ce qui me permet aussi d'enchaîner sur comment développer une marque employeur inclusive, puisque l'idée, à travers la mise en œuvre, en tout cas de cette marque employeur, c'est aussi de vous permettre de mieux, plus, potentiellement recruter de personnes en situation de handicap. Alors, il n'y a pas de guide de la mise en œuvre d'une politique, d'une marque employeur inclusive qui est parfait dans le sens où ça doit être adapté avant tout à votre culture d'organisation, à vos pratiques internes, à votre niveau d'ambition. Et donc, pour ça, vous pouvez passer par différents types d'actions. Par exemple, si vous faites de la sensibilisation et de la formation, des études montrent que 82% des organisations qui ont mis en place des programmes de formation à l'inclusion, par exemple des formations référents handicap, des sensibilisations, 82% des organisations qui ont fait ça constatent la rétention des employés en situation de handicap. Ça veut bien dire qu'à un moment, au-delà de juste la visibilité à court terme, quand on se sent être un élément à part entière, en tout cas, d'une organisation, peu importe les caractéristiques qu'on a, en l'occurrence la caractéristique personne en situation de handicap, on reste plus longtemps dans cette organisation. De la même façon, vous pourriez avancer sur du recrutement inclusif, c'est-à-dire adapter vos process de recrutement, mieux cibler les potentielles sources de candidatures de personnes en situation de handicap, puisqu'on voit que les employeurs qui mettent en place des recrutements, des process de recrutement inclusifs, en tout cas, voient en moyenne leur taux d'embauche de personnes en situation de handicap augmenter dans un délai de 5 ans. Donc, ça montre là encore qu'une marque employeur, ça se décide à un moment, ça se met en œuvre, ça naît, on va dire, puis ça grandit, ça évolue,
et ça doit surtout être envisagé dans la durée et non pas comme une opération marketing spontanée qui permettrait de remplir des objectifs à court terme. De la même façon, la communication peut être un élément qui participe en tout cas à favoriser l'engagement des personnes, des salariés ou des agents. Et ça a aussi, cet engagement, un impact significatif sur la marque employeur, notamment quand on fait quand l'organisation met en place des initiatives en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Je pense notamment à des opérations comme du OD, participer à des ateliers ou des actions locales pendant la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, ou alors mener vos propres actions tout au long de l'année. On connaît quand même pas mal d'organisations de la fonction publique qui ont développé des vraies politiques d'emploi de travailleurs handicapés et qui sont très actives, notamment sur le volet maintien de l'emploi, sur le volet recrutement qui essayent. Mais en tout cas, on sait surtout que ces démarches ont un impact positif sur la perception de la part des agents de la marque employeur, notamment sur cet aspect. Alors, pour compléter, je vous disais, l'idée, c'est quoi? Marque employeur détermine aussi sur la base de ce que vous êtes et de ce que vous avez envie de mettre en place. Et aujourd'hui, on a Sandrine Jaroussi et Aïssi B qui font partie de la préfecture de région et qui, du coup, ont débuté leur projet de marque employeur l'année dernière. Suite à un constat qu'elles ont pu faire, notamment sur la méconnaissance des métiers, des missions de la préfecture des régions, et qui ont travaillé leur projet en 4 étapes. Mesdames, est-ce que vous... Ah, je vous vois, super. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles ont été les étapes fondatrices, en tout cas? Je sais que vous avez d'ancienneté au sein de la structure. Quelles ont été les difficultés? Enfin, racontez-nous un peu votre histoire, s'il vous plaît. On va vous partager un petit peu ce qu'on a pu faire. Donc déjà, pour nous présenter rapidement, donc moi je suis Sandrine Jaroussi, chef de la section mobilité recrutement au sein de la préfecture de région Île-de-France, préfecture de Paris, et je suis accompagnée d'Aïssi Bébossi, qui elle est conseillère en innovation recrutement. Alors effectivement, nous on a rejoint la préfecture il y a 1 an maintenant, avec en tout cas parmi nos missions celle de développer l'attractivité de la préfecture. Et pour cela, on a mis en place un plan d'action qui repose en tout cas en grande partie sur le développement de notre marque employeur. Donc c'est pour ça qu'on témoigne aussi aujourd'hui avec des objectifs qui sont d'attirer, bien sûr, de nous différencier aussi en tant qu'employeur et de fidéliser dans les actions qui viendront, on l'espère, petit à petit. Donc effectivement, comme vous le disiez, on est quand même parti d'un constat, c'est qu'il y a quand même quelques difficultés à recruter au sein de la préfecture. On a des métiers qui sont en tension, ça peut être les achats, ça peut être l'informatique par exemple pour nous. On fait face aussi à pas mal de concurrence, notamment du privé et sur la partie salaire par exemple. On a des processus de recrutement qui sont parfois un peu lourds, un peu longs. Et puis, chose importante, je pense que c'est aussi ce qui a été la priorité pour nous, on fait face à une méconnaissance de nos métiers, un manque de lisibilité aussi de nos offres, parfois qui sont pas forcément très, très succinctes et très compréhensibles pour les externes, et puis aussi une méconnaissance des missions d'une préfecture de région. Voilà. Donc, notre première action, ça a été finalement de définir un peu, de mettre en valeur ce que fait la préfecture, puisque en tant que préfecture de région, on est là pour impulser, animer, mettre en œuvre des mesures qui ont pour finalité l'usager, le citoyen d'Île-de-France. Et concrètement, nos services, ils font en sorte que les politiques publiques de l'État, du gouvernement, elles soient réalisées sur notre territoire. Donc, on s'est dit qu'il était important qu'on valorise des politiques du quotidien qui puissent parler finalement à nos candidats, puisque ça va être des choses comme l'hébergement, comme la transition écologique, comme la réduction des inégalités, comme la culture, etc. Donc, des sujets qui peuvent parler à l'extérieur également. Donc, voilà ce qu'on veut essayer aussi de valoriser. Et puis, des sujets qui vont être importants parfois dans le temps, ça a été peut-être l'impact de la préfecture dans la gestion du Covid, l'après-Covid. Et aujourd'hui, quelque chose d'un peu plus ludique et en tout cas qu'on aime bien valoriser, c'est les JO.
et par exemple l'aménagement du territoire, tout l'impact qu'on peut avoir sur l'organisation des JO pour l'année prochaine. Du coup, notre structure, il est important qu'on essaye, on est encore en train de le faire, hein, vraiment de définir une identité. Donc, ça fait un peu écho à ce qui était présenté aussi au préalable, puisqu'on a besoin aussi que les gens comprennent qui est la préfecture de région. On est souvent confondus, par exemple. On va nous confondre avec la préfecture de police, qui va avoir des missions de sécurité sur la ville de Paris, de la délivrance de titres. Donc, on a besoin de bien clarifier les choses. On est aussi parfois confondu avec une préfecture de département, par exemple, alors que nous, on est là pour piloter, coordonner toutes les actions de ces 8 préfectures de département. Donc voilà, toute cette démarche. Et puis, je vais laisser Aïssibé vous donner quelques exemples de ce qu'on a mené également. Mais voilà, quel a été un peu le point de départ, en tout cas. Et on a continué avec quelques actions. Merci Sandrine. Donc, je vais prendre la suite. Donc, comme on disait, le premier objectif, déjà, c'était de savoir où on allait, qu'est-ce qu'on souhaitait. Donc, on souhaitait attirer, on souhaitait fidéliser, susciter l'engagement et puis se différencier. Donc, la toute première action, c'était aussi de savoir sur quoi communiquer. Donc, on a parlé des missions de la préfecture, mais ces missions de la préfecture, telles qu'elles sont présentées, la présentation, la communication institutionnelle, il fallait un peu revoir pour savoir ce qui parlait aux candidats. Et puis voir aussi ce que les agents apprécient le plus dans notre administration. Donc, on a la chance d'avoir au sein de la préfecture un laboratoire d'innovation publique qui est la Fabrique RH, avec lequel nous avons monté un atelier, donc avec quelques agents, pour que, au-delà de la mission d'intérêt général, le sens du service public, qu'est-ce qu'il y avait derrière ces mots? Qu'est-ce que ça voulait dire, l'exemplarité? Être un employeur exemplaire, c'est quoi? Donc, on a essayé de reprendre un petit peu ces verbatims, c'est garantir l'égalité, l'équité, l'inclusion, justement, garantir la qualité de vie au travail, s'adapter aux changements, accompagner les carrières, accompagner les parcours professionnels. Donc, à partir de ces éléments-là, on a essayé de revoir donc, avec les opérationnels aussi, déjà, pour améliorer tout ce qui était lisibilité de l'offre. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi, qu'est-ce qu'on va présenter comme atout de la préfecture? Est-ce qu'on va communiquer sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, donc avec les horaires variables, par exemple, le fait qu'il y ait dans le règlement intérieur des recommandations sur l'horaire des réunions, l'engagement de la préfecture dans le développement durable. Par exemple, une des actions qu'on peut avoir à la préfecture aujourd'hui, on rentre aujourd'hui justement 18 septembre dans la semaine européenne du développement durable. La mission développement durable, en partenariat avec d'autres acteurs, organise des ateliers de sensibilisation, des conférences, des débats, des visites sur certains sites. Alors après, on a mis en place des actions pour la communication externe. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est action pour développer la visibilité. On voulait une communication attractive et ciblée. Et donc là, on a décidé justement, par exemple, de souscrire un abonnement à la plateforme Profil Public, justement. Puisque justement leur communication est impactante, elle est ciblée aussi par des personnes qui sont attirées par la service public. C'est ça. Et puis on a aussi diversifié les canaux de diffusion d'annonces. Donc ça a été dit précédemment, il y a plein de job boards, certains sont gratuits. Voilà. On n'a pas un budget énorme, donc effectivement on s'est tourné vers les job boards gratuits. On teste et puis ça nous permet justement aussi de diversifier un petit peu les candidatures qu'on peut recevoir et aussi de se faire connaître, puisque on est parti justement de ce constat-là qu'il y avait une méconnaissance des métiers de la préfecture. Quand on est sur des salons, on se rend compte que les candidats qui viennent vers nous, ils ont une image très, très, très limitée, en tout cas la diversité des métiers que l'on peut exercer au sein d'une préfecture de région. Et c'est tout ça
qu'on veut un peu casser et on veut travailler en tout cas sur cet axe-là. C'est augmenter aussi la présence sur les salons, les forums. Donc, travailler aussi en partenariat avec les acteurs de l'emploi. Les salons, ça peut être donc des salons organisés avec l'APEC, par exemple, où on a fait un job dating à destination. Alors, c'était un job dating à destination d'un public plutôt étudiant, enfin, de la recherche d'alternance, d'apprentissage. Et puis, il y avait la présence de cette association qui est pour l'égalité des chances, nos quartiers ont du talent. Avec un petit format un petit peu plus ludique, un peu sous la forme de... alors, je vais sortir The Voice, mais c'était The Choice, voilà. Donc ça, c'était intéressant aussi. Et puis, on a participé évidemment au Salon national pour l'emploi public, mais aussi, alors, nos tout premiers salons, quand on est arrivé à la préfecture, c'était le forum Cap Emploi. Et là où c'était intéressant, on a suivi vraiment leurs recommandations. Donc, c'est le forum Cap Emploi, c'est donc à destination des personnes en situation de handicap. C'était intéressant parce que ça nous a permis aussi de travailler justement sur la rédaction de nos offres d'emploi. Donc, comme il nous avait suggéré aussi de lister un petit peu, de travailler sur les contraintes associées au poste, eh bien, on a fait ce travail-là en amont avec les opérationnels et puis on a pu les embarquer aussi dans ce projet de salon. Certains étaient sur le stand. Ça a permis aux candidats de discuter. Ça a permis aux opérationnels aussi d'être sensibilisés parce qu'on a tout plein de stéréotypes. Hein, vous le disiez en introduction, tout plein de stéréotypes sur le handicap. Ça a permis aux candidats aussi d'éviter de se limiter parce que ça existe aussi des candidats qui se sont dit, par exemple, un poste au cabinet, moi, je ne suis pas fait pour ça. On a le contre-exemple puisque justement lors de ce forum, il y avait une personne qui, par curiosité, est venue sur notre stand. En discutant avec le manager opérationnel, on s'est rendu compte qu'il y avait des compétences transversales puisqu'elle n'avait pas le parcours, on va dire, qui était attendu au départ pour ce poste-là. Mais en tout cas, cette personne a été recrutée, d'abord en contrat court, a été renouvelée. Aujourd'hui, elle est en contrat sur un poste pérenne et en plus, elle a accédé à un poste à plus haute responsabilité. Comme quoi, il y avait des croyances limitantes de chaque côté. On voit ici à travers ce que vous dites que c'est une démarche globale. Hein. Effectivement, vous impliquez les responsables, les encadrants, les différentes fonctions de l'organisation. Vous tentez, avec des candidats là où le profil ne répond pas exactement à toutes les cases. Une question est adressée par Véronique, à savoir, est-ce que ces actions aujourd'hui que vous avez construites, elles visent à attirer autant des contractuels que des fonctionnaires en mobilité? Est-ce que c'est pour les deux types de publics? C'est pour les deux types de publics parce qu'en fait, c'est vrai qu'on constate que la part des contractuels augmente dans la fonction publique. Voilà, ça fait partie de ce qu'on se constate aussi à la préfecture de la région Île-de-France. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse part de communication aussi qui est à destination des contractuels qui ne connaissent pas justement les métiers de la fonction publique. Moi, à titre personnel, c'est ma première expérience dans la fonction publique. Et effectivement, je n'imaginais pas la diversité des métiers qu'on pouvait exercer au sein de la fonction publique. Donc, c'est vrai qu'il y a tout ce travail, en tout cas, sur la valorisation des métiers. Il y a comme projet aussi de faire un peu des capsules vidéo pour présenter un petit peu, avoir les témoignages des agents, valoriser leur métier et justement mieux communiquer à un public non initié. Voilà. Alors, dans les actions en fait, de communication externe aussi, il y avait, on parlait du Forum Cap Emploi, mais de recruter autrement, c'est aussi, il y a un événement qui s'appelle du stade vers l'emploi avec le Pôle emploi, où justement, il y a le recrutement sans CV. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on essaye de développer de plus en plus à la préfecture.
des modes de recrutement un petit peu innovants, je dirais. Et puis on va continuer en plus dans cette optique-là, parce que je sais que l'APEC, on sait que l'APEC organise un événement un peu similaire dans quelques semaines, et je pense qu'on va participer. Alors, si je peux me permettre, du coup, au final, quelles étaient vos attentes par rapport à toutes ces actions que vous mettez en œuvre, augmenter la visibilité, définir vos outputs, on va dire, externes, etc., nouer des partenariats. Je sais aussi que vous avez travaillé sur l'intégration des nouveaux agents pour la renforcer et pour permettre aux nouveaux de mieux s'inscrire dans l'organisation. Quelles étaient vos attentes à court et à moyen et long terme sur ce type d'action, sur le développement de votre marque employeur? Je pense qu'à court terme, oui, l'objectif, c'était d'arriver à vraiment, je pense, à attirer, capter les candidatures et travailler sur des recrutements, justement, peut-être aussi diversifiés, comme le disait AICB. Et sur le long terme, on voit que petit à petit, on essaye de marquer des petites étapes, puisque notre objectif, comme ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on arrive à fidéliser les acteurs. Et les fidéliser, ça veut aussi qu'on est capable de leur créer de plus en plus des parcours de carrière. Et ce qui fait écho aussi à la question qui vient d'être posée, comment petit à petit on pose des pierres pour travailler aussi la mobilité interne. Voilà. Oui, parce que c'est vrai, en plus ça a été dit, hein, la communication, la marque employeur, c'est deux publics, hein, c'est l'externe, mais c'est aussi l'interne. Après, c'est vrai que sur les actions, déjà on a interrogé il y a eu un panel d'agents aussi internes qui ont été interrogés sur ce que représente la préfecture pour eux aussi. Alors, et ça nous donne aussi la possibilité de travailler encore plus sur la politique sociale. On sait que c'est important aussi pour les agents de la préfecture. On a parlé des parcours de carrière, l'évolution professionnelle, c'est important. Les séminaires qui sont organisés sur l'égalité professionnelle, c'est important. C'est important pour eux. Donc, ce n'est pas juste faire savoir, c'est aussi vraiment faire. Faire vivre aussi en interne et en externe. Merci à toutes les deux, hein, parce que pour le coup, ça rejoint ce que disait Laure Abelli tout à l'heure, ce que j'ai pu dire, à savoir qu'une marque employeur, avant tout, c'est un process qui est vivant et qui doit s'adapter à vos besoins, aux besoins externes, à vos moyens et à votre dynamique, en tout cas, d'organisation. Écoutez, je vois le temps qui défile. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage à toutes les deux et on voit effectivement, alors juste peut-être une autre question à laquelle vous pouvez répondre. Je sais que vous êtes arrivé récemment sur vos fonctions, alors récemment c'est il y a un an, hein, et du coup, quel a été le moteur de toute cette démarche? Est-ce que le moteur est venu de votre direction, de vous, qui, de par vos expériences respectives, savez que si on n'avançait pas sur ce chemin de la marque employeur, les process quotidiens continueraient à être potentiellement plus compliqués, plus lourds? D'où vient l'impulsion? C'est un collectif, hein, quand même. Je pense que c'est l'ensemble, parce qu'effectivement, il y a toujours des objectifs qu'on essaye de suivre, c'est évident, mais je pense que de par nos parcours respectifs également, des expériences qu'on a pu avoir, des échanges qu'on a pu avoir en interne avec les managers qui recrutent, avec les collègues, etc., je pense que ça a vraiment été une dynamique globale et de profiter, comme disait ICB, c'est vrai qu'on a pu profiter aussi des expériences d'autres services, de collègues, pour monter un petit peu un plan d'action qui va se découler sur le long terme. Tout à fait. Ça marche. Écoutez, mesdames, merci beaucoup. Alors, j'ai envie de dire, ce qui m'intéressait dans votre témoignage, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes au début de ce projet de marque employeur. Un an, c'est peu en termes de temps sur l'échelle de vie d'une organisation. Et justement, je voulais enchaîner votre témoignage avec celui de Florence Patenotte, qui est directrice de la communication et du mécénat pour le GHU Paris. Florence, vous êtes parmi nous? Ouais, super. Tout à fait. Et Florence, qui peut du coup, parce que la marque employeur, en tout cas pour le GHU Paris, est
est développé depuis un peu plus de temps, qui peut du coup nous témoigner effectivement de son contexte, des enjeux initiaux, des principaux résultats qu'elle a pu obtenir, des difficultés qu'elle a pu rencontrer aussi dans la mise en place, et peut-être aussi des prochaines étapes, puisque là encore, comme c'est une dynamique vivante dans l'organisation, il est nécessaire aussi de penser aujourd'hui et de penser demain. Florence, est-ce que vous pouvez du coup nous préciser un petit peu votre contexte Ouais. dans le cadre de cette mise en place de la marque employeur? Oui, tout à fait. Si vous avez j'ai quelques slides d'illustration que vous avez envoyés, si ça peut être partagé. Merci pour l'intro. Merci aussi aux collègues parce que ça permet toujours de se positionner, de vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi en termes de marque employeur. Donc bonjour. Un mot sur l'institution que je représente, qui est le groupe hospitalo-universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, c'est-à-dire un hôpital public récent, né en 2019 de la fusion des hôpitaux Sainte-Anne, Maison-Blanche et Père-et-Vaucluse, des hôpitaux qui gèrent la psychiatrie et également l'activité autour du cerveau, qui est un hôpital donc récent. C'est une fusion qui était consentie entre ces parties prenantes. C'est important, c'est pas une fusion subie. Pour autant, l'impact d'une restructuration de cette nature est quand même conséquent et ça joue sur la culture d'organisation. Deux, trois éléments. Bon, Sainte-Anne, normalement, tout le monde connaît. Les deux autres établissements étaient assez importants en taille aussi. C'est 5600 professionnels, dont 600 médecins, avec une grande partie de professionnels paramédicaux, hôpital public, hein, donc plus ou moins monodisciplinaire, c'est-à-dire qu'on est concentré sur tout ce qui est le cerveau. D'un côté, les disciplines type neurologie, neurochir, de l'autre côté, la psychiatrie. On a également de la dicto et un peu de médico-social, et on reçoit 60 000 patients par an dans 130 lieux de soins répartis dans la ville, parce que la psychiatrie, qui est notre cœur de métier, se soigne, c'est comme la carte scolaire, c'est la répartition selon l'endroit où vous êtes domicilié, vous avez accès à une offre de soins de proximité. Donc, on a une offre de soins qui est très archipélisée, et donc des professionnels qui sont un peu éclatés partout. On a un siège important qui est Sainte-Anne, avec à peu près 2000 personnes sur site, et ensuite tout le monde réparti dans plein de sites. Donc, dans cette problématique, alors vous voyez, JHU Paris, créé en 2019. Bon, c'est la création administrative, hein. C'est pas on n'a pas créé une culture à partir de ce moment-là, c'est un début. Et assez peu de temps après, on a l'épidémie Covid. Donc, dans la construction de l'identité de cet hôpital, qui est quelque chose de très itératif. À la fois, il a fallu, ça s'est trouvé percuté par, je vais rester juste 30 secondes sur ça, percuté par l'épidémie, et en même temps une épidémie au début qui a solidarisé. Je pense que tout le monde un peu a pu avoir ce constat, c'est qu'on est dans un phénomène mondial qui, en tout cas à l'hôpital et dans les équipes, a développé encore plus une culture de l'entraide, de l'adaptabilité, de la flexibilité. Et puis petit à petit, en même temps, qui s'est quand même trouvé frappé de plein fouet par une autre crise qui se rajoutait, qui était quand même une crise majeure de l'emploi. Et en fait, la sortie de crise Covid, là, on n'était plus du tout sur une crise qui solidarisait, on était sur une crise qui divisait. Et on a du coup, on s'est retrouvé dans une situation que trouvent tous les hôpitaux, que vous lisez tous les jours dans les médias, parce qu'on aime beaucoup les chaînes au play, qui est d'avoir des pénuries de personnel, une désaffection très puissante. Alors nous, ce qui va nous toucher le plus, ça va être la désaffection des personnels infirmiers, notamment, qui est vraiment le nerf de la guerre, avec des professions très éprouvées, et avec pourquoi cette désaffection? Enfin, j'imagine, j'ai pas le casting exactement de qui écoute, donc si je monologue sur des choses que vous connaissez, envoyez-moi des alertes avec des petits signes. Mais évidemment, d'un côté, des générations de jeunes qui ont eu une formation un peu amputée, un petit peu dégradée, évidemment. Une génération au travail qui s'est fait un peu sacrifier quand même par l'épidémie. Et puis une génération déjà installée qui, elle, est à bout de souffle. Et sur fond, évidemment, de revendications anciennes et parfaitement légitimes, de se voir enfin valorisées dans une pénibilité réelle. Et donc, tous ces éléments-là font que,
à la source, comme en cours de carrière, comme en fin de carrière. On a des professionnels qui ne reproduisent plus le métier, des jeunes qui ils vont avec très peu, avec énormément qui vont moins d'abord, et qui vont avec des exigences nouvelles. Et donc, on a une offre qui se transforme, ce que vous connaissez, hein, qui se transforme complètement et qui est du côté qui est plus candidat-centrique que ailleurs. Et nous, on avait un peu deux doubles peines. On est à Paris avec un pouvoir d'achat qui implique du coup une attractivité moindre. Et on a donc, on est donc monodisciplinaire avec la psychiatrie et la santé mentale. Ce sont évidemment des disciplines qui font peur dans l'opinion. Et si elles font peur dans l'opinion, elles font aussi peur auprès de futurs candidats. Donc, on a des enjeux qui sont pluriels, avec une identité qui était donc en devenir celle de cet hôpital. Et alors, paradoxalement, on a construit face à ces enjeux-là, qui ont été tout de suite très identifiés par l'encadrement et notamment la direction générale, eh bien, on a eu une réaction immédiate et on a construit une marque employeur avant de construire notre marque tout court. C'est-à-dire que là, en plus, on fonctionne un peu à l'envers. C'est-à-dire que là, on est en train de construire notre plateforme de marque sur la base de notre marque employeur. Du coup, là, on peut switcher avec la slide suivante. Je vais switcher. Super. Donc effectivement, on a un DG qui est arrivé en 2020 et qui a un peu impulsé le mode de la task force. Qui est un mode commando qu'on retrouve dans plein de domaines. En gros, on a mis en place un groupe de travail pluriprofessionnel oui, voilà. Alors, pardon, parce que je vois les commentaires en même temps. Voilà, on est quand même dans une société où on commence à fermer, les urgences ne sont plus H24. Donc là, c'est quand même le modèle, en termes de bout de souffle, on est bien. Donc, on a mis en place une task force qui impliquait à la fois la direction des ressources humaines, la direction des soins, tous les acteurs immédiats du recrutement, de l'accueil, des cadres de santé, évidemment, des gens du terrain pour nous faire sentir précisément ce qu'ils éprouvaient dans les services. Donc, toujours compliqué, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans des services qui ont besoin de monde, où on est dans une espèce de crise avec de l'hyper-intérim, etc. Et on a quand même exfiltré des cadres et des infirmiers ponctuellement pour venir nous aider à avoir des réactions, enfin des stratégies et des tactiques appliquées concrètes. Tous les mercredis, 2 heures. Évidemment, la direction de la com qui en faisait partie. Et tous les mercredis soirs, à partir des éléments qu'on avait identifiés le matin, on avait les arbitrages. C'est-à-dire que tous les mercredis, on est en task force le midi avec les personnes concernées. Tous les mercredis soirs, on est avec la DG et on a l'arbitrage en direct. Ce qui permet de dérouler et d'évaluer au fur et à mesure. Des tableaux de bord partagés. Alors ça a l'air d'un truc complètement... je vais vous donner comme notre super idée, c'est d'avoir fait un Excel partagé où on voyait, on a un peu une espèce de workflow, on voyait en direct les actions. Et ben en fait, dans un hôpital, que des directions transversales se parlent en direct, partagent leur process, ça reste quelque chose d'un truc assez miraculeux. Donc, en fait, ça a quand même vachement contribué, notamment à nos premiers enjeux qui étaient pas tout de suite de toucher à l'attractivité, c'est au moins de recruter les personnes, de ne pas perdre de temps. Dans certains cas, on avait des situations des infirmiers ou d'autres postes où il pouvait y avoir un décalage d'1 mois, 2 mois, 3 mois des fois même entre la personne qui souhaite, qui est candidate, qui est retenue et on fait son dossier et on instruit les choses et on prépare et on l'accueille. Tout ça prenait du temps, donc on perdait des candidats, ils étaient mal accueillis. Et donc ça, c'était un des premiers éléments vraiment du BA de base. Mais il faut aussi avoir cette humilité-là d'interroger tous les process de son organisation pour voir comment ça fonctionne, où est-ce que ça déconne, parce que justement la construction d'une marque employeur va être aussi une affaire d'image et de communication, et ça a été évoqué à plusieurs reprises par les collègues. S'il y a une dissonance cognitive entre ce que vous affichez et ce que vous éprouvez sur le terrain, non seulement vous perdez les gens, mais en plus, on va le dire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre d'avoir ces écarts-là, parce que ça va remonter par des commentaires, ça va dégrader votre note, ça va être visible en fait. On est sur si notre service client n'est pas à la hauteur, maintenant ça se voit et on le paye en direct. Alors c'est pas un très bon incentive, il faut le faire parce qu'il faut avoir une démarche vertueuse, mais on a un peu ce petit aiguillon en plus qui permet d'être efficace. Et on a évidemment travaillé... Peut-être, Laurence, effectivement, pour aller dans votre sens, effectivement, la société, en tout cas,
est de plus en plus inscrite dans ce mode de notation. On évalue tout. On évalue tout. Enfin, on le réserve un logement, on l'évalue. On réserve une voiture, on évalue la qualité du service. On va aux toilettes, on évalue la propreté des toilettes. Donc, effectivement, par rapport à votre structure, là encore, cet enjeu d'évaluation, je pense qu'il est prégnant au même titre que pour d'autres organisations. Effectivement, et on a voulu mesurer nos actions, enfin, la mise en place de cette marque employeur et plus globalement de cette stratégie attractivité fidélisation qui dépasse un peu la marque employeur. On a souhaité, en fait, l'évaluation, elle nous intéresse à deux niveaux. C'est-à-dire qu'on vérifie qu'on est à peu près dans le juste. Parce que clairement, il y avait une problématique culturelle. C'est à se rendre compte que, moi, ce qui m'a vachement frappé quand je suis arrivée à ce poste, il y a quelques années maintenant, c'est que, par exemple, on m'indiquait que dans les éléments de communication, il était exclu de parler de vocation. Ça peut paraître très bête ce que je vous dis, mais on nous a proscrit le terme de vocation parce qu'en réalité, il y avait un tel niveau déjà on a dit non mais attendez, c'est bon, on n'est plus dans le sacrifice, là on n'est pas dans le sacerdotal, enfin il faut repartir avec ces images d'Épinal qui en réalité amènent c'est un peu comme les applaudissements, on est sur une vision un peu de très très presque d'exploitation en fait des personnes. Donc, tout le discours qu'on a à construire sur comment travailler à l'hôpital public dans un contexte et dans une conjoncture qui était très compliquée, il a fallu qu'on revoie ces éléments de culture et il a fallu aussi qu'on les étaye, c'est-à-dire qu'on embarque tout le monde, tous les niveaux. Et dans un hôpital comme dans beaucoup d'organisations, les catégories professionnelles ont toute leur culture, ont toute leur hiérarchie, ont toute leur légitimité. Et le fait de faire institution, de faire groupe, de se sentir tous partie prenante d'une identité à construire ensemble, et pas seulement au niveau de son équipe, au niveau de son service. Ça a été assez compliqué. Et nous, on avait besoin de ces évaluations pour étayer, pour dire, par exemple, il y a des stages, des moments, pour qu'un infirmier il reste travailler chez nous, il faut que son stage se passe bien. On a tous un peu une culture, non, je ne vais pas généraliser, mais en tout cas, beaucoup d'entre nous avaient la culture, le stage, c'est le moment un peu ouvrier, là, où où la personne, elle est un peu taillable, corvéable à merci. On a tous eu ces stages, quel que soit notre métier, où on avait des tâches un peu ancillaires, un peu pénibles, et ça faisait partie un peu où on se forgeait le caractère. Non, en fait, ça, ce sont des éléments qu'on ne peut plus tellement le reproduire, qui ne sont plus dans l'air du temps et qui ne sont plus dans l'acceptabilité globale. Donc, on est allé rencontrer des étudiants infirmiers qui nous ont dit les comportements qu'ils observaient, les éléments de repérage. Et des fois, ça se jouait sur des petites choses vraiment très ténues et très du quotidien, très triviales, et qui pouvaient complètement pénaliser un service qui devenait blacklisté. Et évidemment, on est stagiaire dans une promo, on se parle, et on se retrouvait du coup avec des effets de réputation sur un service qui ne mesure absolument pas ce qui s'était passé. Et donc, ça nous a amené aussi à étayer et à amener à faire partager aussi ces commentaires en faisant des panels, en faisant des échantillons, en faisant des enquêtes anonymes aussi, ce qui n'est pas tellement toujours dans la culture non plus, en tout cas de nos structures, pour faire que tout le monde bouge. Et que tout le monde change un petit peu de paradigme. Ça va pour tout le monde, ça va pour les communicants aussi. Nous, on est toujours, on se dit, on fait des belles communications, on est bien doté, on est une structure on est une dizaine à la communication, dont la reprographie, avec du digital, de l'audiovisuel ou autre. Évidemment, on a 0 frais d'agence à côté, on dépense absolument rien, on fait tout made in GHU. Mais ça participe, on se disait, voilà, nos communications elles vont fonctionner. Non, c'est pas magique en fait. C'est pas parce qu'on fait un beau message, une belle activité, quelque chose de très incarné que derrière ça émerge, parce qu'il y a une concurrence féroce. Et il y avait aussi quand même une forte concurrence aussi de discours avec des déclarations. On a un voisin qui a une ombre très très puissante, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et donc voilà, on était sur un marché concurrentiel alors qu'on est à l'hôpital public et donc on est dans le domaine de la santé qui est le bien commun le plus important et normalement le service public préféré des Français. Voilà, il faut ne pas être naïf non plus dans ce changement de paradigme.
Donc, on a analysé nos contraintes et nos atouts qui sont évoqués là dans le SWOT que vous voyez à l'écran, où on a voulu être aussi très clair sur nos difficultés, mais aussi sur les atouts, parce qu'il y a aussi dans les structures, et notamment dans les structures assez anciennes, avec un héritage, avec un patrimoine, avec des disciplines très installées, une capacité à être aussi à miner sa propre boîte par ce petit discours de on a eu un écho comme ça à un moment, puisqu'on est tourné, on a fait la tournée des pôles de soins, et nous a dit non mais vous savez, nous le GHU Paris, donc l'institution nouvelle créée, pour nous c'est comme l'Europe. On a voté pour, on sait que c'est bien, mais en même temps ça nous pénalise, ça nous pèse tout le temps, et c'est un peu le truc chiant qui va nous mettre un peu des bâtons dans les roues, et donc on n'est pas nécessairement, on s'en plaint un peu du GHU Paris. Alors du coup, on tire 2 enseignements. Bon, déjà, on n'est pas super. Toujours une enquête d'humilité, parce que dis donc, quand même, c'est pas chouette. Mais 2 enseignements immédiats d'une assertion comme ça. C'est que, 1, on n'a pas échappé à notre propre image d'hyper-administration, donc il faut qu'on baisse dessus. Et 2, clairement, il y a un déficit de culture d'onboarding, de culture commune. Et donc là, il faut vraiment faire comprendre que c'est un intérêt commun. Pas pour nous faire plaisir, ça on s'en fout, mais parce qu'il y a vraiment un enjeu de la culture locale, l'image locale et l'image globale. C'est un continuum réversible. Et donc, il ne faut pas attendre d'être dans une situation d'hyper-acuité pour créer ce partenariat qui soit tactique à défaut d'être consensuel. Hein. On peut être très clair sur ces questions. Donc, on a mené un travail qui était d'abord d'asseoir la marque institutionnelle, donc créer une marque employeur globale à l'échelle de l'institution, que vous voyez un peu définie par cet item. Et ensuite, une déclinaison, donc en la mettant à disposition des services, des pôles, parce qu'en même temps, on est très conscient aussi du fait qu'un infirmier, je reste un peu sur cette focalisation-là, il rejoint une équipe dans un service avant de rejoindre une institution. Et alors, une des premières choses qu'on a faites, c'est de définir tous les trucs qui étaient plutôt qui fonctionnaient bien et tout ce qui était les avantages du GHU et qui n'ont jamais été mis à plat. Donc en fait, un des gros enjeux de la communication, c'est d'abord de faire savoir ce qui existe. C'est pas de produire, c'est pas, je rejoins tout à fait le discours des collègues sur faut recycler, etc. Mais c'est aussi faire un inventaire et savoir valoriser cet inventaire. Parce que d'un côté, on pouvait avoir une cellule recrutement qui parlait des offres sociales. D'un autre côté, on pouvait avoir un autre pôle médical qui parlait de la formation, un autre qui allait mettre l'accent sur autre chose, mais on n'avait jamais une vision un peu holistique, un peu totale et exhaustive de tout ce qu'on faisait qui était au service du candidat. Donc, on a choisi de travailler la forme du mandala et vous voyez les prémices d'un message qui est le « Je choisis le GHU Paris » où on a fait un benchmark, on a étudié évidemment toute la concurrence pour analyser notre marque employeur et créer une campagne. Et on s'est dit, étant un établissement distinctif, on allait faire en sorte que le choix du GHU Paris soit l'expression d'une préférence. Je vous donne des éléments, c'est des éléments je pense que ça parle plus à des communicants, mais dans le message subliminal, c'est quand même se dire, voilà, pourquoi on se différencie? Parce qu'il y a une petite musique dans notre établissement qui va être qu'on choisit cette institution pour progresser, pour s'épanouir, pour être reconnu et pour se dépasser. On a construit, on a rangé en fait tout ce qu'on fait et tout le monde fait, hein, le logement, l'offre crèche, la petite enfance, voilà, il y a plein de choses communes. Et puis, il y a des éléments où on a voulu être peut-être plus en avance ou en tout cas plus attentif. Peut-être pas plus en avance parce que ça rime à rien tellement dans nos environnements aujourd'hui, mais en tout cas plus attentif. C'est-à-dire qu'on essayait d'être dans la résolution des soucis du quotidien pour travailler ces axes. Et donc, dans notre fiche, dans notre escarcelle, là, tout ce qu'on a bossé dans cette task force, c'était le process recrutement, l'accueil du nouvel arrivant. On a beaucoup travaillé sur le soin de l'accueil. Pour que les gens se sentent vraiment accueillis. On a fait des welcome days, c'est-à-dire des journées d'intégration en ciblant par public et en travaillant d'abord avec les étudiants infirmiers. Et toujours en jonglant un peu entre je soigne l'externe et l'interne. Le parcours professionnel aussi, donc ça c'est aussi la promotion professionnelle, les carrières, etc. L'équilibre vie pro, vie perso.
compliqué à vendre, ça, hyper compliqué avec des situations dans des services qui fonctionnent full en intérim, où on rappelle les gens, où les cadres passent 90% de leur temps sur du planning, bon voilà, dans des situations très dégradées. Les conditions de travail, évidemment, ça c'était le travail de négociation dans le cadre d'accords sociaux. La reconnaissance de l'investissement des soignants, donc on est allé mettre évidemment des sous sur la table, hein, avec notamment une campagne d'engagement collectif, c'est-à-dire pour rémunérer les participations à des projets de groupe. L'épanouissement professionnel, bon alors là, et qu'on y va avec le food truck, avec des partenariats avec des écoles d'ostéo, avec, bon, je ne dévoile pas là, mais c'est voilà, c'est plein d'éléments qu'on développe. L'Aller Vert, on a fait à peu près une cinquantaine de déplacements dans les écoles d'infirmiers. Donc, c'est vraiment faire du recrutement à la source, hein, limite au berceau. Moi, je suis pour qu'on aille limite à la sortie des écoles pour sensibiliser au métier infirmier et au métier de l'hôpital. Et puis, évidemment, de la communication, ce qui peut amorcer la slide suivante. Sauf si, évidemment, il y a des interactions, des questions. Je sais que le temps nous est un peu compté. Oui. Donc, sur la slide suivante, vous voyez les éléments de campagne qui sont donc, on a choisi, notre parti pris, c'était de faire de l'incarnation. C'est d'un classicisme absolu, mais de l'incarnation réelle. C'est-à-dire qu'on passe jamais par des banques d'images. On est allé chercher des professionnels et on a essayé de raconter leur histoire avec eux autour de films et de récits et qui illustraient, une fois qu'on a notre mandala, en fait, comme je vous ai montré sur la slide précédente, on a voulu identifier des personnes qui cochaient certaines cases et qui pouvaient en même temps raconter leur propre histoire de progression. Donc, par exemple, on avait Cynthia, qui était infirmière, qui bénéficiait d'une promotion professionnelle pour devenir cadre et qui revenait d'un congé maternité. Voilà, typiquement, ça c'était parce qu'on avait identifié que le profil le plus difficile pour nous à attirer et à retenir, c'était le profil 30-35. Ça, évidemment, on parlait des chiffres tout à l'heure, et ben, on a analysé nos faiblesses et donc on a vu que c'était notamment cette fourchette-là qui était plus difficile. Donc, évidemment, on a cherché à avoir des éléments de projection avec des profils qui pouvaient correspondre à cette cible. Et on a cherché à construire par petites touches de manière impressionniste et avec un peu un camailleux, donc des ambassadeurs réels. Et on a décliné localement. Là, on a pris 5 profils autour de cette déclinaison qui était progresser, s'épanouir, être reconnu et se dépasser. Et à chaque fois, s'épanouir, ça nous cherche à la marque employeur bien-être. Progresser, c'est la marque employeur, équipe, engagement collectif, etc. Marque employeur reconnue, c'est tous les éléments qu'on va déployer pour renforcer la légitimité, par exemple, montrer que on aide aussi les professionnels. J'entends un micro, je crois, qui se balade. C'est aider aussi les professionnels à intervenir dans des colloques, à faire des posters, à pouvoir être aussi reconnus auprès de leurs pairs et auprès des autres de leur propre communauté. Se dépasser, ça va être, vous êtes infirmier, vous souhaitez devenir infirmier en pratique avancée, donc c'est l'étape encore d'après. Et bien, on a une politique au GHU qui est de renforcer, d'avoir un objectif, même un quota de plusieurs infirmiers en pratique avancée par pôle de soins. Donc là, toujours pour essayer d'avoir cette congruence entre le réel et l'idée affichée, tout en étant bien conscient que ce qu'on propose, c'est une promesse. C'est quelque chose vers lequel on tend. Et en réalité, là où on a été très agréablement surpris, c'est que les personnes qui ont accepté de témoigner pour nous, en général, on a plutôt dû les freiner un peu dans le message pour que ça ne fasse pas trop parce qu'ils avaient une telle envie d'avoir de nouveaux collègues, d'embarquer les gens, que c'était, du coup, ça t'a permis d'être en retrait sur l'histoire, ce qui était parfait. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez tiré? Là, je projette aussi en même temps ce que vous avez pu décliner en termes de communication, des discours, et on sent qu'effectivement, enfin des initiatives plutôt, et on sent que le discours, de toute façon, doit ou s'inscrit durablement dans cette ligne de marque employeur que vous avez définie. Quels sont les résultats que vous avez pu obtenir? Alors, les résultats, ils sont de divers ordres. Il y a de l'immatériel et il y a des éléments plus concrets.
notamment sur… alors, il faut savoir que, bon, là, j'ai mis 10 millions d'euros, c'est sur différents domaines. Hein, c'est pas du tout… c'est un mélange d'investissement dans le logement, de budget. Enfin, bon, c'est un chiffre qui a une valeur assez partielle. Ce qu'on a pu remarquer déjà, c'est que tout le travail qu'on a fait sur le recrutement et sur la facilitation et la visibilisation, on a fait aussi tout un boulot qui était de faire en sorte qu'une offre de poste, on a beaucoup évoqué, différencier la fiche de poste de l'offre d'emploi. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas une offre d'emploi comme on écrit une fiche de poste. On a aussi beaucoup de professionnels qui nous écrivaient, qui nous envoyaient des offres d'emploi où c'était limite un truc contractuel, ce que vous aurez à faire, ce que vous n'aurez pas à faire. Ça n'attire personne. Hein. Et donc, voilà, travailler aussi l'attractivité en local, ça a beaucoup joué. On a augmenté la visibilité de nos supports gratuitement, c'est-à-dire de notre site emploi de 300%. Donc, ce qui a été quand même et ça, c'est en l'espace d'un an qu'on a réussi à le faire parce qu'on s'est rendu plus visible, qu'on a fait les partenariats. J'abonde complètement dans ce que disait, j'ai oublié son nom, je crois que c'est la première intervenante. On a bossé avec Indeed, on a bossé avec LinkedIn à faire des posts gratuits. Et donc, on a pu augmenter considérablement l'accès et la visibilité de ces offres, mais aussi en les travaillant. On a aussi pu avoir une augmentation des demandes de candidature dans notre école d'infirmière. Et on a aussi on a augmenté de 30% le nombre de contrats d'allocation d'études. Enfin, c'est un truc un peu technique, mais en tout cas de souhait de faire un stage au GHU, de choix en fait par les étudiants infirmiers des écoles. Les résultats, et puis évidemment, ce qu'on cherche, c'est l'infléchissement de la courbe des départs d'infirmiers, qui est ce qui touche un peu tous les hôpitaux. Alors là, on est devenu complètement superstitieux hein, dans le domaine. Mais aujourd'hui, on a un infléchissement de l'ordre de 40% de cette barre. Elle continue d'être, pour l'instant, elle est neutre, elle est à l'équilibre. C'est pas le chiffre qu'il nous faut hein, pour bien fonctionner, mais et elle est à l'équilibre depuis 2 mois. Donc c'est précaire. Hein. C'est ce que je vous dis, c'est très frémissant. C'est ce qu'on disait, c'est qu'une marque employeur, c'est vivant. Alors, excusez-moi Florence, du coup, je vous propose de passer juste rapidement sur les prochaines étapes. On voit que les résultats, en tout cas, ils s'obtiennent sur la durée en ne changeant pas de stratégie, mais en l'adaptant au regard des besoins locaux. Vos prochains chantiers, les 2-3 principaux, quels sont-ils, Florence, pour continuer à faire vivre votre marque employeur? Je vais prendre un exemple qui nous touche beaucoup et qui peut peut-être toucher des institutions qui doivent corriger un peu leur image. L'image qu'ils ont, la perception qui peut exister dans l'opinion, ça serait peut-être la sécurisation de l'exercice de plan violence. Dans les images qui sont associées à la psychiatrie, il y a cet effet de, les patients peuvent être violents, on est dans des contextes qui sont compliqués, on sait les actes de violence qui existent aux urgences, ça touche tous les hôpitaux. Eh bien, on va travailler particulièrement cette représentation-là, et à la fois dans la formation des professionnels, y compris pour des professionnels intérimaires, c'est-à-dire que quand on fonctionne beaucoup avec des personnes qui viennent ponctuellement dans les services, nécessairement, c'est une offre de métier où il faut qu'on compte un peu les intérimaires comme des personnes qu'il faut former comme nos professionnels de tout temps, pour garantir le même soin, pour garantir la même offre, en fait. Et pour, déjà protéger les professionnels, les patients. Et donc, on travaille beaucoup, y compris en communication, en fait, à jouer sur ces représentations. On va bosser sur TikTok, notamment, sur toutes les représentations qui touchent à la santé mentale et aux états psychiques, pour que ça fonctionne de manière un peu par capillarité, pour réduire un petit peu les effets, les idées reçues sur la question, qui ne sont pas toujours des idées reçues, mais en tout cas, qui sont des représentations qui peuvent être freinantes. Autre point sur lequel je pourrais insister, ouais. Non, c'est compté. Je termine juste par le job board dans ce cas-là. Je termine juste par le compagnonnage infirmier, qui est l'accompagnement. En fait, on a créé des primes pour les cadres qui accueillent de nouveaux infirmiers et les infirmiers qui accueillent de nouveaux aides-soignants, pour en fait aussi accompagner les personnes et faire que cette marque employeur se ressente sur le terrain. Et dans l'évaluation qui est contre incentive, qui est donc contre rémunération, dans l'évaluation qu'on fait de ce compagnonnage, il y a l'acculturation à l'établissement. Est-ce qu'on connaît le projet d'établissement? Est-ce qu'on connaît les avantages, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive à transmettre aussi le mandat que je vous ai montré, les éléments de marque employeur. On les transmet jusqu'au terrain pour qu'ils puissent être ensuite transmis
adopté, transmis et répercuté. Merci Florence. C'était un témoignage riche. Vous avez mis beaucoup de choses en place. On sent que vous avez encore beaucoup de choses que vous souhaitez développer, enrichir. Donc, merci vraiment beaucoup de votre témoignage. Merci à vous. Je vous propose du coup, pour en gros presque le mot de la fin, puisque on a un petit peu dépassé. Il y a des outils qui existent, des ressources. Évidemment, vous trouverez sur le site du FIP des idées, des témoignages qui vous permettront vous-même aussi d'avancer sur votre définition de marque employeur ou sur votre déploiement de marque employeur. Le site de la GFIP aussi qui propose des guides pratiques pour promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap. L'INSEE qui propose un outil qui permet d'évaluer les organisations sur leur niveau d'inclusion. Et si je devais donner, on va dire, les points clés de ce qu'on a pu retenir des différentes interventions depuis ce matin, c'est que, en premier lieu, enfin, une marque employeur, ça doit être vivant. Parce que c'est vivant en soi, et surtout, ça doit être aligné avec le vécu en interne. Ça ne doit pas être juste une déclaration d'intention, même si on est dans de la promesse, ça doit être aligné aussi avec l'interne. Deuxième point que je retiendrai, c'est qu'il ne faut pas... disons qu'en tout cas, il faut structurer sa démarche étape par étape et savoir où on va et pourquoi on y va. Ça, c'est, j'ai envie de dire, valable pour n'importe quel projet. Dans la marque employeur, j'ai aussi retenu que du coup, il fallait avoir une approche systémique, c'est-à-dire ne pas fonctionner en silo, puisque la marque employeur, c'est un sujet d'organisation et que cette organisation, du coup, elle doit associer l'ensemble des parties prenantes à la définition, à la mise en œuvre et à la valorisation de la marque employeur. Que quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être quelque chose qui se décrète en interne et qui s'applique de façon unilatérale, puisqu'elle doit aussi faire écho aux besoins des candidats et à l'expérience candidat et collaborateurs ou agents que vous voulez faire vivre aux personnes qui sont susceptibles de vous rejoindre. Et enfin, j'ai noté un dernier point intéressant qui me semble n'est pas aujourd'hui toujours pratiqué, mais en tout cas d'avoir des tableaux de bord partagés pour que les gens entrent dans une dynamique active de recherche d'informations plutôt que d'être attentistes pour avoir des retours d'informations. Donc ça, j'ai noté que ça pouvait être intéressant. Donc voilà en quelques mots la synthèse de tout ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'on a dépassé, c'est en partie lié au bug technique dès le début, mais est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser? Merci Florence de nous avoir partagé le lien de votre campagne que vous trouverez dans le fil de conversation. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de clore ce webinaire. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à aller sur le site du FIP pour trouver les outils, le replay de ce webinaire si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter tout ce qui a pu se dire et qui était très intéressant pour le coup, vraiment très riche. Je vous remercie de votre attention, de votre participation et à très bientôt pour un prochain webinaire du FIP. Merci encore et bonne journée à vous. Merci. Au revoir.